Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde en 1988? Les soviétiques signaient les accords de Genève actant la fin de la première guerre d'Afghanistan. En France, Jacques Chirac se faisait maraver la gueule par Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Quant aux États-Unis, le président Ronald Reagan, il inaugurait sa dernière année au pouvoir. La fin d'une décennie marquée au cinéma par des héros iconiques censés incarner le renouveau du rêve américain. In the spirit of Rambo, let me tell you, we're gonna win this time. Et justement, en cette même année 1988, le monde s'apprêtait à découvrir une nouvelle race de héros, puisque sortait sur les écrans Piège de cristal, un film culte réalisé par John McTiernan avec Bruce Willis et son Marcel crasseux, toujours là au mauvais endroit au mauvais moment, et avec cette réplique culte. Yippee-ki-yay, pauvre con. Bon alors vous connaissez certainement le film, et pareil pour cette réplique, mais est-ce que vous connaissez l'histoire derrière cette réplique? Et c'est ce qu'on va voir. Dans ce film Piège de cristal, Die Hard en version originale, on retrouve John McClane, un inspecteur de police new-yorkais qui vient à Los Angeles pour passer Noël avec Holly, sa femme. Ça va être une tragédie. Pour ça, il se rend au Nakatomi Plaza, un immeuble dans lequel travaille sa femme et où le comité d'entreprise a organisé une petite fête. Problème, la tour est attaquée par un Allemand fou du nom de Hans Gruber, mais qui n'est pas si fou que ça, puisque plot twist, celui qu'on pensait être un terroriste se révèle en réalité être un cambrioleur de génie. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bref, vous connaissez le film, je vais pas répéter ce que tout le monde a déjà dit. Quant à savoir si Piège de cristal est un film de Noël, eh bien, j'en ai rien à foutre. Ça m'a toujours fait marrer ce genre de débat interminable qui consiste à savoir si oui ou non Piège de cristal est un film de Noël. On y a le droit tous les ans à l'approche des fêtes. Visiblement, les gens adorent disserter sur ce genre de questions pseudo-existentielles. Dans un souci de singularité ou d'affirmation identitaire, je sais pas, toujours est-il que faut se détendre, c'est qu'un film. Et encore, en France, ça reste assez soft, parce qu'aux États-Unis, c'est carrément devenu un débat de société. Die Hard is a Christmas movie. Même la page Wikipédia a pris parti en indiquant noir sur blanc que Piège de cristal est bel et bien un film de Noël. Alors que le film est sorti en plein mois de juillet, la même semaine que Cocktail avec Tom Cruise. Vous vous souvenez de Cocktail ? Mais bref, on s'égare, d'autant qu'à cette question, c'est encore Bruce Willis qui y répond le mieux. Die Hard is not a Christmas movie. It's a goddamn Bruce Willis movie. Non, moi si je voulais parler de Piège de cristal, c'était pour revenir sur cette réplique culte qui a participé au succès de la saga et qui a été prononcée pour la première fois à la 58e minute du film. Yippee-ki-yay, pauvre con. Et en version originale, Yippee-ki-yay, motherfucker. une réplique qui a été maintes fois recyclée dans la saga. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Mais qu'on peut aussi entendre dans d'autres films. Yippee-ki-yay, mothercluckers. Yippee-ki-yay, motherfucker. Mother's good. Eh bien, pour connaître l'origine de cette réplique, il va falloir dans un premier temps revenir sur la personnalité fluctuante de McClane, pour ensuite comprendre comment cette punchline a fini par se retrouver dans le script final. Et pour ça, faisons un petit saut dans le passé, aux origines de Piège de cristal. Et oui, puisqu'avant d'être adapté avec brio au cinéma par John McTiernan, Piège de cristal, c'est un bouquin à la base, et même deux bouquins écrits par l'écrivain Roderick Thorpe et qui mettent en scène non pas les aventures de l'inspecteur John McClane, mais les enquêtes du détective Joe Leland. Le premier roman, sobrement intitulé The Detective, a été publié en 1966 et dans la foulée, une adaptation au cinéma a été réalisée. Un film que pas mal de monde a oublié, sorti sur les écrans en 1968, dans lequel on retrouve Frank Sinatra dans le rôle titre. Et 11 ans plus tard, en 1979, Roderick Thorpe publiera une suite intitulée Nothing Lasts Forever, un tome 2 fortement inspiré du film La Tour Infernale avec Steve McQueen, mais surtout un tome 2 dont la Fox gardera précieusement les droits d'adaptation en vue d'en faire potentiellement un film. Et c'est ce qui arrivera au milieu des années 80. La Fox ressort la suite des cartons pour l'adapter au cinéma à la sauce 80s, un peu dans la même veine que ces films d'action qu'on pouvait avoir avec Stallone et Schwarzy. Et pour ça, ils vont préférer le titre Die Hard, qui claque quand même un peu plus. À partir de là, la production embauche le jeune et fringant John McTiernan à la réalisation, qui sortait tout juste de Predator, qui avait été un gros succès au box-office. Quant à savoir qui écrira le scénario, la Fox se tourne vers un jeune trentenaire qui tirait un peu la langue à ce moment-là et qui avait besoin d'un succès pour lancer sa carrière. Ce mec, retenez bien son nom, c'est Jeb Stuart, et il sera épaulé par un second scénariste plus chevreux
environné Steven de Souza, connu à l'époque pour avoir signé le scénario de Commando et de Running Man, deux piliers du film d'action des années 80. On a donc la Fox à la production, McTiernan à la réalisation et deux scénaristes chargés de pondre une histoire à partir du deuxième bouquin de Roderick Thorpe. Et pour ça, les scénaristes vont jouir d'une liberté quasi absolue vis-à-vis de l'œuvre originale. Deux contraintes seront cependant imposées aux scénaristes, l'une venant de la production et l'autre du réalisateur. Deux contraintes qui concernaient l'ambiance globale que devait avoir le futur film. La Fox, elle, tenait absolument à ce que Piège de cristal soit un gros film d'action dans lequel on retrouverait toute l'esthétique de Noël déjà présente dans le livre. Quant à John McTiernan, il exigeait qu'une chose, il voulait réaliser un film d'action, certes, mais avec des touches humoristiques et un happy end, ce qui n'était pas du tout dans l'esprit du bouquin à la base. Parce que oui, il faut savoir que le bouquin de Roderick Thorpe, il était assez cynique et nihiliste. Par exemple, on apprend que les terroristes sont vraiment des terroristes et pas de simples braqueurs intéressés par l'argent, et à la fin du livre, on assiste carrément à la mort de la fille du héros qui était prise en otage. Et en gros, tout ça, McTiernan, il en veut pas. Et donc, en tenant compte des exigences de chacun, Jeb Stuart se lance tête baissée dans l'écriture du film Piège de cristal. Sauf que les choses vont rapidement se compliquer. Dès le début, Jeb Stuart ne sait pas trop quoi faire avec ce détective Joe Leland qui, dans le bouquin, est décrit comme un policier à la retraite. En plus, à ce moment-là, la Fox envisageait potentiellement de reprendre Frank Sinatra pour incarner le héros, ce qui n'arrangeait pas vraiment Jeb Stuart, puisqu'il voyait mal comment Sinatra, qui avait déjà 70 balais bien sonnés, pouvait se retrouver dans un film d'action à grand budget. Bref, Jeb Stuart va un peu se retrouver dans une impasse à ce moment-là. Et finalement, un éclair va traverser son jeune esprit de scénariste. Un beau jour, alors que Jeb Stuart est en pleine angoisse de la page blanche, il s'engueule avec sa femme, ce qui avait l'air d'arriver assez souvent. Du coup, il claque la porte, prend la voiture et décide de faire un tour sur l'autoroute. Il roule à toute allure, décharge sa frustration sur la pédale d'accélérateur, l'indicateur de vitesse commence à s'affoler et à un moment, il voit au milieu de la route un obstacle, une sorte de boîte tombée d'un camion. Et alors là, tout se passe en une fraction de seconde. Il n'a pas le temps ni de contourner l'objet, ni de freiner, c'est trop tard, l'obstacle est inévitable et il ferme alors les yeux, s'attend à une collision, se dit qu'il va peut-être y laisser la vie, sauf que rien ne se passe. La voiture poursuit sa course comme si de rien n'était, et il se trouve que la boîte était miraculeusement vide. Jeb Stuart retrouve ses esprits, se gare sur la bande d'arrêt d'urgence, le cœur battant, et à ce moment-là, il a un déclic, une sorte de flash. Il se dit que ce film qu'il galère à écrire, ça doit typiquement raconter l'histoire d'un mec qui s'est bêtement engueulé avec sa femme et qui cherche par tous les moyens de s'excuser. Un mec borné, un peu tête brûlée, à la langue bien pendue. Et pour ça, Jeb Stuart comprend qu'il faut s'éloigner du bouquin et rajeunir le héros. Et c'est précisément à ce moment-là que le futur personnage de McClane commence à prendre forme. Le jeune scénariste rentre chez lui, se réconcilie avec sa femme, se met au travail et écrit 35 pages pendant la nuit. 35 pages qui constitueront une base suffisamment solide pour le futur scénario de Piège de cristal. Le personnage du film se retrouve donc rajeuni par rapport au livre, on découvre qu'il a une vie de couple un peu compliquée, qu'il part retrouver sa femme à Los Angeles pendant les fêtes de Noël, et de fil en aiguille, plusieurs éléments de comportement et d'atmosphère seront ajoutés, comme par exemple cette ambiance western que Jeb Stuart souhaite insuffler au film, dans le but de désamorcer le côté sombre du bouquin original. L'idée était un peu de décrire un héros solitaire piégé dans une forteresse en verre, une sorte de John Rambo dans un immeuble de bureau comme l'avait pitché la Fox. D'ailleurs, Jeb Stuart était parti tellement loin dans son truc et qu'il voulait appeler le héros John Ford, du nom du réalisateur de western. Mais la Fox refusera en estimant que ce nom était beaucoup trop associé à l'histoire de la société de production. Jeb Stuart va donc choisir un autre nom, un nom à consonance écossaise, et ce nom c'est évidemment John McClane. Mais alors se pose maintenant la question de l'interprète. Quel acteur pourrait bien endosser le rôle de ce fameux John McClane? Plusieurs acteurs seront rapidement envisagés par la Fox, qui va se tourner vers Stallone, Richard Gere, Clint Eastwood, Harrison Ford, Schwarzenegger, Mel Gibson, Al Pacino, bref à peu près toutes les grandes stars de l'époque. Mais finalement, la production jettera son dévolu sur un jeune acteur de télévision qui venait de se faire connaître dans la série comique Moonlighting, un certain Bruce Willis. À ce moment-là, Bruce Willis avait encore des cheveux et était âgé d'une trentaine d'années. Un choix qui convenait donc parfaitement à Jeb Stuart pour l'écriture de son scénario, mais qui se révélait quand même assez risqué pour la production, puisque à ce moment-là, Bruce Willis, il était quasiment
totalement inconnu à l'international. Niveau cinéma, il avait été crédité au générique d'un seul film, Blind Date, avec Kim Basinger, ce qui était quand même assez léger niveau renommée. Et pourtant, c'est bien la personnalité de Bruce Willis qui donnera au film Piège de cristal toute sa saveur. Quitte au volant, Stevie Wonder. Et c'est à ce moment-là de la vidéo qu'il faut parler du second scénariste, Steven de Souza, qui a été chargé de prendre le premier scénario déjà bien ficelé de Jeb Stewart dans le but de le peaufiner. Son job est simple, ajouter à tout prix une dose d'humour et de légèreté, ce qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'une des demandes du réalisateur John McTiernan. Et pour arriver à ses fins, Steven de Souza va user d'une méthode peu conventionnelle. Il va aller au contact de Bruce Willis tout au long du tournage du film pour voir comment l'acteur peut déteindre sur le personnage. Et c'est là où on aborde un point très important. Piège de cristal, c'est un film qui s'est construit en direct et dont l'écriture des personnages n'a pas arrêté d'évoluer, parfois même pendant les jours de tournage. Parce que oui, il se trouve que Steven de Souza s'entendait très bien avec Bruce Willis, ce qui n'était pas gagné d'avance. Bruce Willis, c'était pas forcément le gars le plus accessible et le plus jovial. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est plutôt issu de la classe ouvrière, et au moment du tournage du film, il était encore pas mal pris de haut par le monde du cinéma, qui le considérait comme un pecno du New Jersey. C'est pourquoi, sur le plateau, Bruce Willis apparaissait souvent froid et distant, et faisait preuve d'un humour acerbe et sarcastique. Sauf que Steven de Souza était lui aussi issu d'un coin reculé du Mid-Atlantique, et lui aussi avait pu ressentir par le passé cette violence symbolique. Et donc, ce côté froid et railleur que pouvait avoir Bruce Willis, ça tapera dans l'œil du scénariste, qui y voyait davantage un moyen de défense très répandu chez les personnes issues des classes populaires. Tout au long du tournage, Steven de Souza observera donc attentivement la personnalité de Bruce Willis et s'en inspirera pour peaufiner le personnage de McClane. Et c'est ce qui fait qu'avec Piège de cristal, on est loin des Rambo et des John Wayne. On a là un homme perdu, limite angoissé, plein de paradoxes, qui dès le voyage en avion a le sentiment d'évoluer dans un environnement hostile. Et cette situation est très bien montrée, je trouve, dans l'une des premières scènes du film, lorsque le héros est emmené dans une voiture de luxe, direction le Nakatomi Plaza. On y voit un McClane impassible et taiseux, qui évite la conversation et ne répond pratiquement à aucune question du chauffeur. Ce qui est quand même, quand on y pense, assez osé pour une scène d'introduction censée rapidement planter le décor et donner au spectateur des informations sur la personnalité et les motivations du héros. Ici, le silence se révèle stratégique. Il amplifie les émotions, met en valeur la gravité d'une situation, autant d'indices dans l'écriture qui mettent en évidence ce rapport conflictuel qu'entretient le héros aux gens, à son couple, à cette ville de Los Angeles, mais qui reflète aussi un rapport conflictuel avec lui-même. Bruce Willis admettra d'ailleurs s'être inspiré de son éducation ouvrière dans le New Jersey pour restituer ce côté réservé à l'écran. Bref, dans Piège de cristal, on se retrouve donc avec un personnage complexe, paradoxal, en proie au doute, qui avoue ne pas pouvoir tout gérer tout seul, brisant ainsi les codes du héros infaillible et ultra protéiné. John McClane, c'est l'histoire de ce gars qui n'a rien demandé à personne, qui encaisse tout du long et qui rend les coups sous forme de punchline. Et c'est là où on comprend que Bruce Willis et John McClane sont en réalité une seule et même personne. Jeb Stewart, Steven de Souza et Bruce Willis aussi ont donc chacun contribué à l'émergence d'un tout nouveau type de héros, loin des canons de l'époque. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Voilà donc comment cette personnalité de McClane s'est construite. Mais alors, qu'en est-il de cette réplique? Yippee-ki-yay, pauvre con. Comment cette réplique a fini par se retrouver dans le script final? Eh bien, là encore, c'est le fruit d'une discussion entre Steven de Souza et Bruce Willis. Comme je le disais, les deux s'entendaient très bien et se challengeaient régulièrement sur le plateau pour trouver des nouvelles idées et étoffer la personnalité de McClane. Et c'est alors qu'un matin, un nom sera lâché en guise d'inspiration, celui d'un personnage de cow-boy dont Steven de Souza et Bruce Willis suivaient assidûment les aventures par le passé. Ce personnage, c'est un certain Roy Rogers. Et c'est ainsi que dans l'une des scènes les plus mémorables de Piège de cristal, alors que Hans Gruber demande à McClane de révéler son identité, on assiste à ça. Qui êtes-vous? Encore un de ces malheureux qui a vu trop de films quand il était enfant? Encore un orphelin d'une culture défaillante qui se prend pour John Wayne, Rambo, Matt Dillon? J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées.
Mais alors, qui est ce Roy Rogers, vous me direz? Parce que moi, au premier visionnage, je le connaissais pas, Roy Rogers, hein. Eh ben, il se trouve que ce fameux Roy Rogers, ce n'est pas n'importe qui. S'il est quasiment inconnu en France, ce mec est très célèbre aux États-Unis. Parce que oui, Roy Rogers, c'était un acteur de cinéma et de télévision qui a joué le rôle de cow-boy dans d'innombrables westerns de série B, au point d'avoir longtemps été considéré comme l'une des stars de western les plus populaires de son époque. Il a notamment donné la réplique à John Wayne dans L'Escadron Noir, a eu un nombre incalculable de figurines, de jeux et de bandes dessinées à son effigie et possède même aujourd'hui encore un restaurant de burgers à son nom, alors qu'il est mort il y a 25 ans. Et oui, Roy Rogers, c'était un acteur, certes, mais c'était plus que ça. C'était aussi un businessman, un animateur de télévision, un acteur de rodéo américain et un chanteur. Et justement, ses talents de chanteur seront mis à profit dans plusieurs de ses films, comme Le Roi des Cowboys, un film d'espionnage américain sorti en 1943, dans lequel il chante la chanson I'm an old cowhand from the Rio Grande. Hop hop, remets. Et oui, vous avez bien entendu, la fameuse réplique de John McClane peut être entendue dans cette chanson, une chanson à l'origine écrite en 1936 par Johnny Mercer pour le film Rhythm on the Range et qui sera donc reprise par Roy Rogers quelques années plus tard dans ce film Le Roi des Cowboys. Voilà pour l'histoire de cette chanson. Steven de Souza, comme Bruce Willis, avait donc grandi avec ce vieux jargon de cow-boy un peu old school et qui a été popularisé au cinéma et à la télévision dans leur jeunesse. Et là, Steven se dit qu'il tient un truc. La coïncidence est trop belle. Ce petit moment d'intimité, il faut le rajouter dans le script. Yippee-ki-yay, pauvre con. Et personnellement, je trouve que ça ajoute un cachet supplémentaire au personnage de McClane. C'est ce genre de petits détails qui renforce son côté authentique. Et aussi, ça permet de marquer le contraste avec Hans Gruber, le méchant, ici incarné par l'excellent Alan Rickman, un acteur qui était surtout connu à l'époque pour ses rôles au théâtre. On a effectivement d'un côté un flic de New York en totale improvisation avec des références populaires bien de chez lui qui se confronte à un homme en costume sur mesure d'éducation européenne et qui est en constante maîtrise de soi. Visuellement, ça marche du tonnerre. Les Américains sont incroyables, mais cette fois John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. John McClane apparaît comme ce petit grain de sable capable à lui tout seul d'enrayer une mécanique allemande pourtant bien huilée. Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand il entendra la réplique pour la première fois sur le tournage, le producteur de Piège de cristal, Joel Silver, qui vient comme Bruce Willis du New Jersey, s'interrogera sur la prononciation exacte de cette réplique. S'en suivra un long débat sur le plateau qui se poursuivra pendant des années, comme nous l'expliquait en 2007 Bruce Willis. We had a really intense conversation of whether it should be yippee-ki-yay, motherfucker, or yippee-ti-yi. And I said, Joel, I don't know when the last time you were on a horse, but I can't believe it wasn't yippee-ti-yi. It's yippee-ti-yi. Who says yippee-ti-yi? It so obviously should have been. Yippee-ki-yay. Bref, voilà pour cette réplique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez connaître d'autres anecdotes concernant des répliques cultes du cinéma, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour suivre mon travail et à très bientôt. Yippee-ki-yay to all of you motherfuckers. Good night!